Voilà, Maître Yabili, nous sommes à Lubumbashi, nous sommes ici dans votre bureau où vous êtes avocat et nous sommes à quelques pas de l'hôtel de ville du palais de justice, ce qui veut dire en plein centre de Lubumbashi. Et vous êtes en fait un membre de l'association Mémoire du Congo et aussi de Niambo, il ne faut pas l'oublier, bien que ce soit une petite ASBL qui ne sans prétention. Donc nous sommes chez vous et ce qui nous intéresserait, c'est de connaître un peu votre vie, quel a été votre parcours professionnel et surtout, ne sans oublier, votre vie d'homme de tous les jours et votre jeunesse. Mais où êtes-vous né et quand êtes-vous né? Justement, c'est toute une histoire, à commencer par l'endroit où nous nous trouvons. C'est un ancien cabinet de Maître Jean Humblé. Il se fait que lors de l'éclatement de la Deuxième Guerre mondiale, les Belges qui étaient au Congo avaient été mobilisés. Et Maître Jean Humblé était parmi ceux qui avaient été pour la campagne du Nigeria jusqu'en Égypte. Et il avait laissé tomber donc ses affaires dans la ville. Et du fait justement que les jeunes Belges étaient partis à la guerre avec quelques Congolais, il y avait eu un dégarnissement dans l'administration. Et des Congolais ont été mobilisés pour remplacer ces Belges. Et parmi ces Congolais, il y avait mon père, qui était instituteur à Congolo, et il a été mobilisé pour venir à Lubumbashi remplacer des agents de l'administration qui étaient partis à la guerre. C'est ainsi que mon père, qui avait vécu tout le temps à Congolo, s'est retrouvé à Lubumbashi. Et dans ses promenades, il avait fait la connaissance d'une jeune fille qui était née à Lubumbashi, c'était ma mère, ils se sont mariés. Et le lendemain de la mort de Hitler, il y a eu une grande fête à Lubumbashi, ma mère a poussé un grand cri et je suis sorti, je suis né ainsi le 1er mai 1945. Et c'est tout à fait par hasard que, après autant d'années, je me suis retrouvé comme avocat, stagiaire de Maître Jean Humblé, qui lui, justement, à cette époque, avait quitté la ville, et je lui ai racheté son cabinet, et c'est ici que nous sommes. Très donc, bien. disons, l'histoire belge... Vous passez quand même très vite votre jeunesse, là. Donc vous avez fait vos études ici à Lubumbashi. Dans quel collège? Écoutez, j'ai fait 3 collèges. Le cycle inférieur est à Saint-Boniface, chez les bénédictins. J'ai fait aussi les humanités inférieures chez les bénédictins au collège Saint-Grégoire-le-Grand. Et les humanités supérieures, c'était chez les Salésiens à Saint-François-de-Sales. Imara aujourd'hui. Imara aujourd'hui, c'est ça. Alors, donc, et quand êtes-vous rentré au collège Saint-François-de-Sales? Écoutez, c'était juste au lendemain de l'indépendance, parce que bon, je suis né sous la colonisation, mais je n'ai pas connu la colonisation. À l'indépendance, j'avais 15 ans, et bon, disons que à ce moment-là, mon père a estimé que le régime d'internat ne me convenait pas tout à fait, et pour être externe, alors à ce moment-là, j'étais à Saint-François-de-Sales. Très bien. Vous avez des souvenirs de ce collège Saint-François-de-Sales? Oui, écoutez, beaucoup de souvenirs, parce que c'était une époque où il y avait la mixité, donc jeunes Européens et jeunes Congolais. Et pas seulement ça, il y avait eu quelques événements de guerre à l'époque. C'est ainsi qu'à un moment donné, il y avait des classes filles-garçons pour quelques mois. Au collège? Au collège, oui, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de professeurs à l'Institut Marie-Josée. Et il y a eu des classes mixtes pour quelques mois seulement. Et pendant la même période, il y avait eu des événements au Rwanda et au Burundi, des troubles. Et il y a eu quelques Rwandais et Burundais qui sont venus au collège pour justement suivre les études pendant 2 années au moins. Ce qui fait que c'était une grande mixité
aussi bien blancs, noirs, filles, garçons, congolais et étrangers. Et bien sûr, nous avons été éduqués à la salésienne, hein, avec, disons, ce que ça comportait, quoi. Donc, l'éducation de Don Bosco, hein, et beaucoup de sports. Il y avait le kiro, etc. Et il y avait notamment cette fameuse séance de méditation mensuelle qu'on appelait l'exercice de la bonne mort. Pourquoi? Parce que justement, Don Bosco, hein, s'occupait de jeunes, et il y avait un jeune, n'est-ce pas, qui était mort. Dominique Savio, et cela avait traumatisé tout le monde. Hein, comment c'était injuste qu'un jeune puisse mourir. Et Don Bosco avait à ce moment-là inauguré une séance de méditation pour que les jeunes puissent quand même s'attendre à tout. C'est pas parce qu'ils sont jeunes que la mort ne peut pas leur arriver. Et alors il y avait donc cette séance de méditation mensuelle qu'on appelait exercice de la bonne mort, mais qui était quand même un moment de repli sur soi-même pour quand même savoir si on avait accompli ce qu'il fallait accomplir. Et c'est ça. Ça nous amène en fait au décès de votre papa. Vous avez 18 ans, je pense. Oui, écoutez, c'est un événement auquel on ne s'attend pas. J'avais 18 ans et brusquement, disons, mon père s'est trouvé mal. Et en un week-end, il a été admis à la clinique, Reine-Élisabeth, et il était décédé. Donc c'était un coup terrible. Hein. On vivait très bien. Au collège, j'avais une voiture pour aller au collège et autre chose. Et on s'est retrouvé comme ça, sans père, sans soutien de famille. Et selon le droit coutumier. Pas seulement ça. Avant le droit coutumier, il y avait la réglementation coloniale, ce qui fait que tous les biens de mon père ont été mis sous scellé. Il y avait un curateur en succession, et c'est ce monsieur qui avait scellé tous les biens de mon père et qui avait bloqué tous les comptes en banque de mon père et qui avait fait transférer tous les fonds dans un compte de l'État, et nous sommes retrouvés sans moyens matériels du jour au lendemain. Bon. Il fallait à ce moment-là qu'une décision soit prise pour désigner les héritiers. C'est à ce moment-là qu'intervient ce dont vous parlez, qu'intervient la coutume. Ici, je voudrais expliquer une chose. C'est que dans la charte coloniale, on devait respecter les coutumes des Africains. C'est un principe universel, c'est-à-dire que même actuellement, un Belge, hein, qui se marie à l'étranger ou qui a une succession qui se règle à l'étranger, on va lui appliquer la loi belge. Un Français lui applique la loi française, où qu'il soit dans le monde. On appelle ça le statut personnel. Et alors, disons, il était tout à fait normal que les Africains, hein, on leur applique leur droit, qui était un droit coutumier suivant les tribus auxquelles ils appartenaient. Et il existait ici un droit civil inspiré du code de Napoléon, mais ce droit civil était en principe appliqué aux Belges et aux Congolais qui s'étaient fait matriculer parce que justement, ils avaient fait le choix d'être régis par le droit écrit, par le droit Napoléon. Et en ce qui me concerne, moi, mon père n'était pas immatriculé, il était dans la catégorie des évolués, mais on devait nous appliquer, pour la succession, on devait nous appliquer le droit de notre coutume. En principe, le droit coutumier ne pose pas de problème. Pourquoi? Parce que on part de ceci que quelqu'un qui laisse une succession, il laisse l'actif et le passif. Dans l'actif, vous avez les biens, et dans le passif, vous avez les charges, les enfants qu'il faut éduquer, etc. Donc finalement, lorsque les Africains prennent en charge des orphelins, ce n'est pas gratuit.
il y a une compensation parce que la personne qui prend en charge, eh ben, il prend aussi l'actif pour justement soutenir les charges des petits héritiers. Le problème qui s'est posé à nous était le suivant, c'est que mon père et ma mère n'étaient pas du même régime juridique. En ce sens qu'ici, on a très schématiquement deux grandes familles juridiques. Il y a les patrilinéaires et les matrilinéaires. Alors, dans le groupe des patrilinéaires, la filiation se transmet par les pères, de même que la succession, et dans le groupe matrilinéaire, tout se transmet par les mères. En règle générale, la grande majorité des Congolais sont des patrilinéaires, mais on trouve des matrilinéaires à l'extrême ouest, dans le Bas-Congo, Bandundu, et à l'extrême sud-est, au Katanga, chez les Babemba notamment. Et voilà qu'un père, mon père était patrilinéaire, il a épousé une mère matrilinéaire, ce qui fait que dans le droit coutumier, j'appartiens à deux tribus. Mon père pouvait me revendiquer et ma mère pouvait aussi me revendiquer. Alors, lorsque mon père est mort, il était d'une famille très restreinte, il n'était que 2 enfants. Eh ben, l'oncle paternel a eu très peur que les enfants ne disparaissent et ne soient pris par le clan de ma mère. D'où sa réaction, n'est-ce pas, de prendre rapidement un jugement de succession qui lui accordait tous les biens de mon père et qui nous mettait sous sa tutelle à lui. Et cela impliquait malheureusement que, étant sous sa tutelle, lui, il vivait à Albertville, nous devions le suivre à Albertville et il allait s'occuper de nous, aller à l'école à Albertville, etc. Moi, j'avais 18 ans, j'avais déjà mes petites habitudes à Lubumbashi, je roulais en voiture, on allait au spectacle et autre chose. On était des enfants de la ville et il n'était pas du tout question que brusquement on se retrouve à Kalemi, à Albertville. Et dans la ville même, bon, ma mère avait certaines activités. Nous pouvions bien vivre à Lubumbashi. Voilà que mon oncle va obtenir un jugement du tribunal coutumier qui le nomme tuteur et qui l'investit de tous les biens de mon père. Et à ce moment-là, il m'appelle, il dit, voilà, écoute, mon père était mort au mois de juin, et il dit, écoutez, bon, pour la rentrée scolaire du mois de septembre, eh bien, toute la famille, vous venez à Albertville. Alors, à ce moment-là, je dis, pas question, non, je n'accepte pas. C'était une révolte contre l'autorité des anciens, mais j'étais désarmé. Il y avait un jugement. Je ne pouvais pas faire autrement et en désespoir de cause, je me suis rendu à ce qu'on appelait palais de justice, que je connaissais seulement d'image, puisque je passais devant tous les jours pour aller à l'école, mais je savais que quelque part là-bas, on s'occupait des problèmes qui pouvaient se poser. Et en pleurnichant, j'ai monté les marches et j'ai exposé mon cas sur le perron. Et puis finalement, on m'a introduit chez un vieux petit monsieur qui était derrière un très grand bureau et qui m'a demandé de quoi je me plaignais et je lui ai raconté mon histoire. Voilà, écoutez, le papa est mort, mais nous sommes une famille moderne, je roule en voiture, j'ai une procuration sur les comptes en banque de mon père, ma mère, elle est aussi très évoluée et maintenant, on nous dit que nous devons aller à Kalemi parce que c'est ça le droit coutumier. Je ne suis pas d'accord, aidez-nous, aidez-moi, moi et mes frères. Et le petit monsieur, c'était le procureur du roi. Eh ben, il appelle son substitut. Par la suite, j'ai appris que c'était Raymond Buren. Par la suite. Et j'ai vu entrer un jeune magistrat, très bon homme, etc. Et le procureur du roi lui demande de s'occuper de nous. Et il m'a pris
dans son bureau. Il m'a demandé de constituer le dossier. Ça a pris un peu de temps pour avoir les actes de décès et tous les renseignements. Et quand il avait constitué le dossier, il m'a dit, écoute, jeune homme, hein, ne t'occupe de rien, rentre aux études et moi, je m'occupe de tout. Hein. Lorsque j'aurai un jugement, eh ben, je vous ferai signe. C'est par la suite que j'ai compris ce qu'ils avaient fait. Hein. Donc, ils avaient été eux-mêmes au tribunal coutumier, prendre le jugement qui avait été rendu en faveur de mon oncle. Ils ont attaqué le jugement en appel parce que, suivant les lois coloniales, ça, je peux le dire maintenant, mais je ne le savais pas à l'époque. Depuis l'époque léopoldienne, le parquet avait la tutelle des Africains, des indigènes. Et le parquet pouvait, n'est-ce pas, s'occuper des indigènes qui avaient des problèmes, hein, sans réserve, pour les protéger. Tout ce qui était dans le besoin de protection, c'était un devoir du parquet. Hein. Dans les lois coloniales, on a été même plus loin. Il y avait des gens qui avaient de l'argent et tout, mais qui parfois avaient des procès à l'autre bout du pays et ils ne pouvaient pas se déplacer. Et bien, ces gens pouvaient demander au gouverneur général qu'on leur désigne un avocat. Hein, et le gouverneur général désignait parfois un administrateur de territoire en disant, voilà, monsieur Paul, eh ben, vous habitez Lubumbashi, mais il y a un procès à Kisangani, vous ne savez pas aller là-bas, eh ben, l'administrateur du territoire va vous représenter, il sera votre avocat. Voilà, c'est ainsi que fonctionnait la colonisation. Et donc, notre cas de famille, disons, d'héritiers, disons, d'orphelins, avait été pris en charge par le procureur, disons, du roi et le substitut Raymond Buren, tout à fait bénévolement et tout. Donc, ils ont fait appel, ils ont plaidé et ils ont gagné. Maintenant, je voudrais expliquer comment ils ont gagné. Parce que, bon, bien sûr, nous sommes, ça je ne l'ai pas dit, mon père est mort en 63. Hein, et on était déjà indépendants, mais la justice congolaise était encore la justice un peu de type colonial. Et à l'époque, pendant toute cette période, on pouvait aller en appel, cour d'appel, mais pour aller à la cassation, on allait à la cassation en Belgique. Hein? C'était comme ça, jusqu'en 68. Hein? Et ce qui fait que, disons, l'ossature de la justice congolaise, c'était encore des magistrats, disons, anciens coloniaux, mais qui étaient là et qui travaillaient. Il y avait eu des nominations d'Africains, mais disons, de toute façon, il n'y avait pas un problème tout à fait particulier, à part les Belges. À l'époque, l'ONU a fait venir des étrangers, notamment des Haïtiens, mais disons que l'ossature était la même. Et normalement, on devait nous appliquer le droit coutumier. Si la coutume, et c'était la coutume de mon père, disait que à sa mort, les enfants sont pris sous tutelle par son frère, ainsi que les biens, c'est le droit, et il n'y avait pas à s'y opposer. Hein? C'était comme ça. Et normalement, le parquet devait se contenter de vérifier si c'était bien la coutume et nous n'avions aucune porte de sortie. Et comment ils ont fait? Bon, ça, je l'ai appris plus tard. Ils l'ont fait parce que en 1923, il y avait eu une circulaire du gouverneur général sur les successions des Congolais. Et la circulaire disait clairement, écoutez, quand un Congolais meurt, on applique la coutume. Mais on peut s'occuper des biens en déshérence quand il n'y a personne pour hériter. Hein? Mais sinon, on applique la coutume. Écoutez, l'administration territoriale n'a strictement rien à voir. Mais ils ont ajouté un cas particulier. Ils ont prévu le cas d'Africains qui avaient quitté leur village pour s'installer en ville, qui avaient changé de mode de vie, qui avaient créé de nouveaux foyers,
qui n'étaient pas régis par la coutume. Et là, le gouverneur général, en 1923, avait dit, écoutez, non, là, ça, ce sont des cas qui sont tout à fait particuliers. Il faut faire très, très attention, hein, et ne pas appliquer la coutume d'une manière aveugle. Hein. Il faut bien vérifier et, n'est-ce pas, trancher les problèmes dans l'intérêt des héritiers et des enfants et de l'épouse survivante. C'est sur base donc de cette argumentation juridique que Raymond Buren a défendu notre dossier au tribunal en montrant que nous étions une famille qui n'avait aucune attache avec le milieu coutumier. Mon père était venu, à la suite de la guerre, il était venu de Kongolo pour s'installer à Lubumbashi. Il s'est marié à Lubumbashi, il ne s'est pas marié dans sa tribu. Hein? Et les enfants étaient élevés, éduqués dans les écoles des villes, etc. Ben bon, non, il n'y avait plus, nous n'étions pas une famille coutumière. Vous viviez en milieu extra-coutumier. Oui, écoutez, ça, disons, les milieux extra-coutumiers, ce sont donc les communes, les cités, où, parce que les chefs coutumiers avaient une certaine juridiction sur les populations, mais il y avait des endroits où des gens menaient une vie de ville, hein, et c'était des centres extra-coutumiers. C'était des centres extra-coutumiers, et nous, disons, nous sommes nés dans le centre extra-coutumier d'Albert. Vous parliez tout à l'heure d'évoluer. C'était un statut, ça, le statut d'évoluer? Écoutez, il y a ceci, hein, il faut dire que l'entreprise coloniale, hein, avait, c'était garnie d'objectifs de civilisation. Hein. C'est un gros mot que tout le monde rejette à l'heure actuelle, en disant qu'il n'était pas question qu'on impose aux Africains une civilisation, parce qu'à ce moment-là, on parle de civilisation supérieure et de civilisation inférieure. Mais disons, c'était comme ça à l'époque. Hein, et alors, il avait été question, d'un côté, de ne pas bousculer les mœurs des populations locales, par respect, d'un côté, aussi par mépris, peut-être de l'autre côté. Bon, parce qu'ils ne méritaient pas. Hein? Bon, mais quand même, disons que on respectait les coutumes locales, et plus tard, quand Mobutu était là, ce respect s'appelait l'authenticité. Maître Yabili, dites-moi, comment devenait-on évoluer? C'était une catégorie sociale? Il fallait passer des examens? Ou comment ça se passait? Est-ce qu'un Congolais pouvait dire du jour au lendemain, moi je ne suis pas un évolué et toi tu es un évolué? Comment ça fonctionnait cette histoire? Mais écoutez, il faut dire ceci. Hein, il faut dire ceci. Tout se faisait à la discrétion de l'administrateur de territoire. Bon. Ici à Lubumbashi aussi, il y avait un administrateur de territoire. Oui, disons que le bourgmestre, c'était un administrateur de territoire. Hein, parce que l'administrateur de territoire, c'était l'autorité juste en dessous du commissaire de district. Hein, et c'est lui qui appréciait. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait, en fait, pour les Africains, il y avait un statut général, comme quoi, bon, ils étaient africains, et ils vivaient, ils réglaient leurs problèmes et tout, suivant leurs coutumes. Et il y avait aussi les lois, d'accord. Et à l'autre extrémité, il y avait la possibilité pour les Africains d'opter pour le droit écrit, le droit qui était réservé aux étrangers, aux blancs et aux autres étrangers, le code civil, hein, écrit. Et à ce moment-là, ils renonçaient à être régis par leurs coutumes. Et c'était on les appelait les immatriculés. Bon, c'était une option à prendre. Soit vous étiez régis par les coutumes dans vos relations de famille, soit vous renonciez en disant, écoutez, nous on n'a pas envie de ça, et on opte pour le droit écrit qui régit
les Belges de statut congolais, etc. Bon, c'était une option. Et alors, les Congolais qui choisissaient cette option-là, eh ben, ils se faisaient immatriculer, c'est-à-dire que l'immatriculation, c'était une sorte d'identification qui leur permettait de revendiquer justement ce régime de droit écrit. Parce que bon, je dois vous dire ici que, par exemple, du temps colonial, il y avait un problème d'identification des coutumes. Parce que, bon, mettez quelqu'un qui est matrilinéaire et qui se déplace un jour, il doit divorcer à 1000 km de chez lui, mais on ne sait pas de quelle tribu il est. C'est ainsi que dans l'identification des gens à l'époque, on mettait le village d'origine pour qu'on sache, hein, il venait de quel coin du pays et quelles étaient les coutumes éventuellement qui pouvaient lui être appliquées. Alors, vous voyez un immatriculé hein, qui a un problème de famille, il veut adopter un enfant ou quoi, et on dit oui, d'accord, on regarde vos coutumes. Lui va dire non, écoutez, j'ai renoncé. Non, il fallait être inscrit dans un registre. Hein? Et alors, c'était des immatriculés. Alors, disons, on a beaucoup ergoté sur les immatriculés, comme quoi ils singeaient le blanc, etc. D'ailleurs, je vais vous en parler. Mais s'il faut quand même mettre fin à ces discussions, je voudrais rappeler ici que Lumumba s'était fait immatriculer. C'était un immatriculé. Donc je crois que bon, si on accorde à Lumumba une certaine valeur de décoloniser, etc., eh ben, il n'a pas hésité à franchir le pas. C'est que, bon, ce pas pouvait être franchi par certains. Bon, maintenant, mon père n'avait pas franchi ce pas. Hein. Alors c'est ainsi qu'il s'est trouvé dans un groupe de gens qui n'étaient pas vraiment dépendants des coutumes et qui n'avaient pas opté pour le droit écrit. Il y avait, dans la vie de tous les jours, il y avait certaines discriminations dans la société. La fréquentation des écoles, la fréquentation des hôpitaux, la fréquentation des spectacles, etc. Bon. Et alors, disons que pour justement exercer certains droits, je vous donne un cas très simple. Pour la protection des Africains, on leur avait interdit de consommer de l'alcool. Hein? Donc ils ne pouvaient pas acheter du whisky. Parce que c'était interdit, il y avait eu des abus et tout. Bon, mais c'était interdit. Quelqu'un qui était matriculé, lui, bon, il avait un statut de droit écrit, il pouvait aller dans une épicerie, prendre autant de bouteilles qu'il voulait comme les Blancs. Mais il y avait les autres. Il y avait les autres, mais qui étaient pénalisés. C'était les évolués. Hein? Et alors, on pouvait s'adresser chez l'administrateur de territoire, hein, qui disait, mais vous êtes qui ça? Oui, vous, ça va, il n'y a pas de problème, on va vous permettre, on vous donne une carte d'évolué. Je crois que je pourrais vous montrer une carte d'évolué. On vous donne une carte d'évolué, et avec ça, si jamais vous êtes coincé quelque part, vous voulez aller au spectacle, vous voulez acheter, disons, des produits qui sont soi-disant prohibés, eh bien, on vous les y autorise, etc. C'était ça un peu le statut d'évolué. Maître Yabili, avant 1960, vous étiez belge? Oui, écoutez, il y a ceci. Il faut d'abord savoir ce que c'est la nationalité. La nationalité ne vaut pas dans le pays même. Dans le pays même, on est citoyen. La nationalité, c'est quand on est à l'étranger. Hein? Quand vous êtes à l'étranger, on dit, mais écoutez, mais vous êtes qui vous? Mais non, non, je suis belge, je suis congolais. Et alors, à l'époque, pendant la colonisation, les Congolais n'avaient pas d'ambassade à l'étranger. Hein? Et c'était les ambassades belges qui s'occupaient des Congolais. Et du fait que le Congo belge n'était pas une nation reconnue sur le plan international, les Congolais vivant dans la colonie, chaque fois qu'ils se trouvaient à l'extérieur du Congo, ils avaient droit à un passeport belge. Et ils étaient traités comme des Belges. Hein? Donc disons que, oui, dans la mesure où les Belges de Belgique pouvaient
demandaient un passeport belge et les Congolais du Congo belge un passeport belge, eh ben, on était des Belges. Mais c'était un statut belge un peu spécial, puisque au niveau de la colonie, on était quand même une colonie, on ne pouvait pas participer aux élections en Belgique, hein, même pas les Belges qui étaient au Congo entre nous, hein, et en même temps, on ne faisait pas le service militaire qui était obligatoire à l'époque. Donc il y avait des petites différences, mais sur un plan tout à fait de droit international, on était des Belges, ça c'est vrai. À une différence que je voudrais préciser ici, c'est que on parle de l'indépendance en 60, mais en fait, le Congo a connu deux périodes. L'indépendance de 60 a été donnée par la Belgique pour faire le Congo belge, mais c'est parce qu'en 1908, Léopold II a été, n'est-ce pas, remplacé par la Belgique. Avant, de 1885 à 1908, c'était l'État indépendant du Congo. C'était un État reconnu sur le plan international. Et le premier pays qui a reconnu l'État indépendant du Congo, c'était les États-Unis. Hein, et il y avait une nationalité congolaise reconnue dans le monde entier et un passeport congolais direct. Seulement, donc disons, nous, finalement, c'est quoi? Mes arrière-grands-pères avaient été des Congolais, puis ils sont devenus des Belges pendant de 1908 à 60, et puis nous sommes redevenus des Congolais. C'est ça. Très bien. Bien, alors on va revenir un peu au fil de l'histoire. Vous nous avez dit, voilà, je perds mon père, il y a un problème de droit, je désire ne pas suivre la coutume. Je rencontre M. Buren, qui était un magistrat ici, qui vous a réglé le problème, et vous êtes un cas exceptionnel, parce que de ce genre de choses, c'était pas passé avant. Vous êtes le premier cas, je pense, où vous pouvez acquérir le droit de décider vous-même, ou selon la loi écrite, comme vous disiez tout à l'heure, qui était en fait cette loi écrite, c'était la loi issue du code belge. Oui, écoutez, c'est-à-dire qu'en fait, on était, disons, on était les premiers. Hein, mais disons que il faut savoir une chose tout à fait fondamentale. Et c'est ici que peut-être je pourrais louer un peu la sagesse, si on peut dire, du gouverneur général en 1923, lorsqu'il a dit, écoutez, faites quand même attention, hein, il y a des Congolais qui auront bougé et qui auront pris des distances avec leurs coutumes. Surtout, ne leur imposez pas les coutumes d'une manière aveugle. Et parce que, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ceci que les coutumes que nous avons, mais ce sont des coutumes qui sont faites pour régler les problèmes d'une société dans un espace bien défini. Il est évident que lorsque vous êtes dans des villes et que le voisin vient d'une autre tribu, hein, la femme a d'autres règles et tout, il est évident qu'il y a des compromis qui se font et finalement ces coutumes ne sont pas vraiment figées, elles évoluent. Et alors, n'est-ce pas, on a constaté que les coutumes dans les villes avaient évolué. Par exemple, je vous donne un cas très simple. Traditionnellement, dans les mariages africains, le régime matrimonial, c'est la séparation des biens. Parce que où la femme fait des enfants, elle est faite pour le clan du mari, hein, ou elle fait des enfants pour son clan à elle. Mais quand elle fait des enfants pour son clan à elle, le mari n'a rien à voir avec les enfants. Hein? Mais quand elle fait des enfants pour le clan du mari, elle n'a rien à voir avec la fortune de ses enfants et autre chose. Bon. Mais il se fait que dans les villes, à un moment donné, on a un peu... Il y a eu M. Vanès qui avait été à un moment donné à la Katouba. Et la Katouba, c'était une cité qui a été créée par financement, par prêt du fonds d'avance pour que les gens construisent des maisons. Eh ben, ils achetaient des fondations
on leur donnait des matériaux de construction, du sable, du ciment, des tôles, et les gens construisaient eux-mêmes. Mais il se fait que pour construire ces maisons, eh ben, tout le monde mettait la main à la pâte, si on peut dire, et les femmes ont commencé à tourner le mortier et à construire les maisons. Et du fait que des femmes ont participé à la construction de la maison familiale, ça avait tout changé. Et on a vu que lors des divorces, la femme qui normalement devait quitter le ménage et rentrer chez elle, elle disait non, cette maison-là, j'ai participé et j'ai droit. Eh bien, elles ont commencé à revendiquer une communauté des biens qui n'existe pas dans l'esprit coutumier. Hein? Et c'est ainsi que, disons, les coutumes évoluent. Et je crois que, bon, cette histoire de 1923 avait senti qu'il devait y avoir des évolutions. Et malheureusement, disons, aujourd'hui, on n'en parle pas trop. Mais de toute façon, les coutumes évoluent et doivent évoluer. Par exemple, dans mon cas, moi, qu'est-ce qui s'est passé? La résistance que moi j'avais opposée à l'oncle paternel était réprimée très sévèrement dans le milieu coutumier. Parce que si je vivais avec eux, ils allaient me priver de biens, ils allaient peut-être par exemple demander à toutes les filles de ne pas m'épouser parce que j'étais un rebelle, hein, des tas de choses comme ça. Ils avaient peut-être des possibilités pour me forcer à rentrer dans les rangs. Mais dans une ville, ils n'avaient aucune prise sur moi. Mais vraiment aucune prise sur moi. Et ce qui fait que il a fallu des années pour que l'oncle digère, n'est-ce pas, l'affront. Et avant de mourir, il m'a écrit une lettre pour me dire que j'avais raison. Hein, et que la famille restait quand même une famille unie. Bon, c'est-à-dire que, disons, ce n'était pas évident, mais ces évolutions de coutumes et tout, hein, demandaient de la personnalité, de la persuasion, du courage, parce que justement, le milieu, parfois, ne comprenait pas. Mais nous, disons, pour nous-mêmes, nous n'avions eu aucun problème. Ma mère était instruite, bon, elle signait nos bulletins, elle faisait tout. Donc disons, on n'a pas senti, à part que le père n'était pas là, mais disons, dans la vie familiale elle-même, nous n'avons pas senti, n'est-ce pas, un besoin d'une tutelle d'un homme qui serait l'oncle. On n'a jamais senti ça. Mais disons que c'était des situations tout à fait nouvelles et bon, qui se renouvellent de plus en plus, mais peut-être un peu sous d'autres ambiguïtés. Mais la situation, elle était quand même, elle était réelle. Et d'ailleurs, je voudrais vous parler d'un cas très très simple, c'est de la dot. Moi, dans ma jeunesse, nous avons été éduqués par la colonisation. Nous avions été éduqués pour entrer dans l'administration et il n'y avait pas en principe une discrimination. J'ai fait mes humanités gréco-latines, j'avais des cours de néerlandais et tout, donc disons, à la fin des études, si la colonisation avait continué, j'aurais été un agent colonial, bilingue, néerlandophone, etc., comme les autres. Mais nous qui vivions ça, pour nous, il y avait un défi. Hein? On était parmi les premiers à faire les humanités, on était parmi les premiers, et par la suite, on a formé les premiers officiers de l'armée, les premiers pilotes d'aviation, les premiers ingénieurs, les premiers médecins. Disons, on était chaque fois des premiers, et chaque conquête, si on peut dire, hein, marquait une rupture avec un milieu
bon, qui était équilibré, mais quand même bon, qui n'était pas toujours très valorisant. Et cela, n'est-ce pas, influençait aussi notre vision de l'être humain, notre vision de la femme. Et on avait des petites amies, on flirtait, etc. Et pour moi, il était exclu que je paye une dot pour ma petite amie parce que je l'aimais et que je l'épousais. C'est exclu. C'est exclu, c'est exclu. Et voilà que je dois me marier. Alors on dit, écoutez, si vous ne payez pas la dot, on ne vous donne pas la femme. Hein. Et alors, beaucoup de gens se plient. Voilà, c'est la famille de la femme qui demande de payer un peu d'argent, une chèvre, une poule, n'importe quoi. Moi, je suis un petit rebelle. Et ça, une fois qu'on s'est rebellé contre son oncle, contre ses coutumes, ben, on peut continuer à se rebeller. Et j'ai dit aux parents de ma femme, non, écoutez ça, jamais de la vie, je ne paierai pas la dot. Et les beaux-parents disent, okay, pas de problème, notre fille va rester ici, et puis vous pouvez rentrer. Moi, je dis, il n'y a pas de problème, elle peut rester, mais moi, payer la dot, jamais de la vie. Et on s'est séparés, et puis après, la jeune fille m'a rejoint, on a commencé à cohabiter, et la famille a commencé à se poser des questions, mais comment ça et tout. Et je suis entré en dialogue avec la famille pour justement leur faire comprendre qu'ils se trompaient d'époque, que dans le temps, on payait la dot notamment pour acheter, si on peut dire, la capacité de procréation de la femme. Parce que la femme allait vous faire des enfants. Alors vous payez la dot, comme ça vous aviez les droits de paternité. On paye aussi la dot parfois pour ne pas maltraiter la femme. Il y avait plusieurs fonctions de la dot. Et moi j'ai dit, écoutez, maman, moi je ne vois pas ce que ça a à voir avec ce que vous me demandez, avec la fille que j'aime. Ça n'a strictement rien à voir. Ah, on a toujours fait ça. Moi, je dis, écoutez, oui, vous avez toujours fait ça. Mais moi, Yabili, je ne veux pas avoir ça dans ma vie à moi. Et finalement, les parents, au bout de 6 mois, ils ont dit, mais oui, mais qu'est-ce qui se passe là? Vous n'avez pas encore fixé la date du mariage. Hein? Et on a fait le mariage, sans doute, et les gens ont accepté. Ils ont accepté, c'est-à-dire que, bon, il y a, bien sûr, je ne dis pas que je suis contre les coutumes, non, je dis seulement que dans les coutumes, il y a toujours une explication, tout comme pour la succession de mon père. Eh ben, on pouvait aller avec l'oncle parce qu'il prenait tous les biens et puis il nous prenait en charge. Mais il y avait un problème qui ne marchait pas dans cette coutume-là parce que l'oncle ne pouvait pas continuer l'éducation que mon père nous avait donnée. Donc, cette coutume-là ne nous était pas applicable. Parce que lui, il était à Albertville, disons, bon, c'était une cité, d'accord, mais quand même, ce n'était pas le même standing. Donc, disons, la coutume n'était pas bonne pour nous. Hein? Oui. Et en fait, aujourd'hui, en 2012, comment ça se passe? Le droit coutumier a toujours sa raison d'être ou pas? Écoutez, il y a ceci, c'est-à-dire que le droit coutumier, il existe, en ce sens qu'il y a pas mal de lois qui disent que s'il y a tel problème, on peut donc se référer à la coutume. Bon, mais une question se pose. Hein, c'est d'abord d'identifier la coutume. Parce que vous me voyez moi, c'est très difficile d'identifier. Hein. Vous voyez déjà, mon père est très patrilinéaire, ma mère matrilinéaire, moi j'ai épousé une femme qui est matrilinéaire. Et alors, disons, on ne sait pas très bien, sauf des gens qui sont restés en autarcie, même tribu et tout, mais sinon, c'est difficile d'arbitrer vraiment les coutumes. Et de l'autre côté, il y a des gens comme Soyer, comme Émile Lamy, qui ont développé le droit coutumier, pour justement les codifier, savoir comment ça fonctionnait. Mais malheureusement, toutes ces études ont été arrêtées. Mobutu voulait faire vite, il avait raison d'ailleurs, hein, puisque Napoléon aussi
Et quand il a créé le Code Napoléon, il fallait absolument démarrer sur base de quelque chose. Et il a sorti un code civil pour les Congolais qu'on appelle le Code de la famille. Et ce qui fait que, bon, ce n'est plus du tout du droit coutumier. Hein? Bon, ce que moi je fais, puisque vous me posez la question, en ce qui concerne le droit coutumier, eh ben, je fais des recherches pour trouver dans les coutumes des règles de sagesse, de justice, hein, qui pourraient être, n'est-ce pas, transposées dans le droit moderne. Hein, parce que il y a des situations tous les jours. Hein, je vous donne le cas, par exemple, bon, on vous dit, bon, il y a priorité de droite, il faut respecter le feu rouge, par exemple. Hein. Ce sont des règles qui sont abstraites, mais les gens ne comprennent pas toujours. Hein, ne comprennent pas toujours, mais là, on peut éventuellement introduire des explications tout à fait africaines. Par exemple, hein, quelqu'un qui vient à droite, et vous devez respecter la priorité de droite. Dans la coutume, eh ben, la main droite a beaucoup plus de valeur que la main gauche, par exemple. Hein. Alors on peut dire, mais écoutez, pourquoi vous ne respectez pas la priorité de droite? Depuis quand est-ce que la main gauche passe devant la main droite? Alors là, le type va tout de suite comprendre que c'est vrai, oui, il y a un problème de préséance, de priorité. Donc, il y a moyen de développer de nouveaux concepts de droit pour justement permettre aux gens de mieux appliquer les lois modernes, quoi. Très bien. Maître Yabili, en fait, donc, vous avez commencé à nous raconter la façon dont vos études, ici vous avez terminé au collège Saint-François de Sales, Imara aujourd'hui, et puis vous avez dû décider de votre orientation, et ces difficultés par lesquelles vous êtes passé à la mort de votre papa, est-ce là qui a eu raison, qui vous a déterminé à faire le droit? Oui, tout à fait, parce que ici j'ai parlé de Raymond Buren comme ça, mais en fait, la contestation de succession entre moi et l'oncle, elle a pris 8 ans. Elle a pris 8 ans. Hein? Et qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il avait pris en 63 un jugement comme quoi il avait gagné la tutelle. Et avec Raymond Buren, ils ont eux-mêmes obtenu l'annulation du jugement et ils nous ont accordé les droits. Quelques années plus tard, l'oncle est revenu. Il avait été dans un tribunal coutumier qui a cassé le jugement du tribunal de district que les Buren avaient donc concocté. Et en 1970, hein, j'ai dû refaire une réclamation qui a toujours été prise en charge parce que c'était quand même, Buren n'était plus là, mais c'était quand même les mêmes magistrats qui connaissaient très bien le système et qui ont à ce moment-là cassé pour la dernière fois les prétentions de mon oncle. Oui. Et alors bien sûr, je ne comprenais pas grand-chose à ce qui s'est passé. Il y avait de la curiosité, je me sentais en insécurité. Et alors j'étais curieux, hein, j'essayais de lire un peu les livres de droit. Et c'était la fin des études et j'étais à la faculté de droit, voilà. Ici, à Lubumbashi. À Lubumbashi, et je suis le 15e licencié en droit de l'université. Et c'était dans quelle année, ça? 69. 69. Oui. Pourtant, cette université a été créée beaucoup plus tôt. Oui, écoutez, l'université a été créée beaucoup plus tôt, mais toutes les facultés n'ont pas été créées en même temps. Hein. C'est, disons, à l'époque, disons, on avait accordé beaucoup plus d'importance à la polytechnique, disons, aux sciences de la Terre, comme la géologie et autres choses. C'était quand même, bon, c'était quand même les priorités. Et alors les autres sciences, hein, disons humaines, les lettres, l'histoire, la philosophie, la pédagogie, le droit, les sciences économiques et tout, elles ont été créées au fur et à mesure. D'ailleurs, à l'époque, toutes les facultés qui n'étaient pas polytechniques
étaient regroupés dans une faculté qu'on appelait faculté de droit. C'est petit à petit que ça a été donc morcelé. Bien, vous voilà donc votre diplôme de docteur en droit en poche, et vous décidez à ce moment-là de vous établir ici comme avocat. Ah non, 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 écoutez, les choses ne se sont pas du tout passées comme cela. Je voudrais dire ici que j'étais orphelin. Et je dois dire une chose, on a eu de graves problèmes matériels parce que, comme je vous ai dit au début, tous les biens de mon père ont été pris par l'administration curateur aux successions. Ce monsieur avait volé tout l'argent. Il avait volé tout l'argent. Nous n'avons jamais rien récupéré. Bon, il était possible d'attaquer l'État, mais quand même, bon, disons, nous avons tout perdu de ce côté-là. Et mon père était agent de l'administration, mais le temps de mettre le système de pension de la veuve en route et tout, il fallait commencer à travailler, il fallait faire quelque chose. Hein. Et alors j'ai commencé comme journaliste pigiste, hein, et je vendais, quand j'étais en cours aux humanités, j'écrivais 1 ou 2 articles par semaine et j'étais payé à la ligne. Mais quand je suis passé à l'université, là j'avais la liberté de mon emploi de temps. Et j'étais pris à mi-temps dans un journal de la place qui s'appelait La Voix du Katanga. Et j'ai fait les études à mi-temps. Disons matin faculté, après-midi journal, ou le matin journal, après-midi faculté. Voilà que arrive on approche de la fin de mes études. Et il y a 5 à 6 entreprises qui voulaient me recruter. Hein? Et ils avaient parlé au doyen, qui était de oui, oui, c'est un bon élément, etc. etc. Bon. Alors, le problème qui s'est posé, c'est que il y avait une entreprise qui était un peu trop petite et qui avait eu peur, qui dit, écoutez, face au Gécamine et autre chose, eh ben, nous n'aurons pas cet élément. C'était Tabac Congo. Et Tabac Congo m'a appelé. Donc, une année avant que je termine le droit, ils m'ont appelé et ils m'ont donné un contrat de licencié en droit en disant, voilà, vous signez, on va déjà commencer à vous payer comme licencié en droit, venez seulement dire bonjour une fois par semaine au bureau et quand vous aurez votre diplôme, à ce moment-là, on va présenter le contrat à l'inspection du travail. C'est ainsi que, bon, j'ai terminé les études, mais j'étais déjà dans la poche de Tabac Congo. Alors, je n'étais pas avocat, non. Disons, quand j'ai terminé les études, eh ben, j'ai pris une semaine de congé et directement, j'étais installé à Tabac Congo. Hein, et donc, ma carrière, c'était d'abord Tabac Congo, où j'ai fait 4 ans. Et j'ai quitté Tabac Congo, bon, disons, ce n'était pas vraiment mon milieu. Il y avait, à l'époque, on commençait déjà à parler des risques de cancer et tout. Je n'étais pas tout à fait à l'aise. Il y avait beaucoup aussi des conflits entre les jeunes cadres. Et j'ai préféré être indépendant. Alors c'est ainsi que je me suis fait avocat. Maître Kabili, merci beaucoup pour cette interview qui nous éclaire sur la façon que un Congolais a pu vivre avant l'indépendance et après l'indépendance, les difficultés par lesquelles il est passé, et je crois que ça intéressera beaucoup, non seulement les membres de Mémoire du Congo, mais aussi les générations d'historiens de l'avenir. Nous vous remercions beaucoup pour cette interview. Ok, à la prochaine alors.